Alors, j'ai vécu dans le quartier depuis 1944 et j'ai subi les bombardements donc de la Deuxième Guerre mondiale. Et alors, quand on a su que ça allait être détruit, qu'il y avait le nouveau projet, il y a eu beaucoup de personnes qui ont quand même se sont émues, à juste titre hein, d'ailleurs. Moi, j'aurais aimé que ça perdure. Je crois que la première particularité, la première singularité du projet Désiré Colombe, c'est que c'est un projet profondément nantais. Profondément nantais dans le lien avec son histoire. Vous allez rencontrer nombre de Nantais qui vous disent qu'ils ont un souvenir d'un moment culturel ou de rassemblement passé au Salon Monduit. Et ça a été d'ailleurs tout le défi du projet. Comment ce projet à la fois révèle l'histoire et en même temps projette l'avenir. Le cœur du quartier, c'était bien les salons Mauduit. Hein. Moi, j'ai vu le quartier changer à l'époque. Ce qui faisait triste, c'était de voir ce tapis rouge d'entrée des salons Mauduit, avec le lierre qui commençait à prendre racine sur le panneau des salons Mauduit. Et on se disait, ça ne peut pas durer comme ça. J'étais un petit peu comme beaucoup de gens d'ici que je connaissais bien, un peu hésitant, puis un peu questionnant, quoi. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un grand terrain qui doit valoir au mètre carré un prix important. Pourquoi? Que veut dire ce départ des syndicats? Et donc on se posait des questions en disant mais qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne fait pas de l'action syndicale un folklore mémoriel là, qui est, alors pas de leur côté, hein, mais du côté du projet politique qu'on pouvait craindre derrière. Désiré Colombe, c'est un projet important pour le centre-ville de Nantes. C'est un projet important de par son ampleur, mais et ses enjeux. On est sur un site qui avait un patrimoine de qualité, un patrimoine riche et intéressant, de par son architecture et de par la mémoire auquel les Nantais étaient attachés. Donc on avait la Bourse du Travail, les Salons Mauduit, l'Institut Livette. C'est un projet aussi important de par son programme. Il y avait nécessité de ramener de nouveaux usages en centre-ville, de nouveaux équipements, de nouveaux services avec un pôle petite enfance et puis un espace de vie associatif d'envergure. L'histoire des salons Mauduit, c'est en fait une histoire du XXe siècle. Et c'est une histoire de la socialité au XXe siècle, de la socialisation. C'est d'abord une entreprise privée, Jules Mauduit, qui achète ce bâtiment-là en 1905. Jules Mauduit, c'était un traiteur, un restaurateur de l'hypercentre de Nantes. Il était rue Crébillon, au Faisan Doré. Et il veut changer d'activité, ou en tout cas développer une activité un peu particulière, qui va être une activité de réception. Et autour de cette activité de réception, il va se passer tout au long du XXe siècle, jusqu'à la fermeture des salons, fermeture définitive en 2002, plein de situations d'événements, voire d'événements nationaux, qui vont être autour de ce que c'est que la vie sociale, ce que c'est que la vie ouvrière, ce que c'est que la vie syndicale, ce que c'est que la vie universitaire, ce que c'est que la vie politique à Nantes tout au long du siècle. C'est-à-dire que quand j'étais môme, c'était donc en 40, je sais pas, 45, 47, quelque chose comme ça. Et à cette époque-là, il y avait des balles tous les dimanches. L'école Livette, entre autres, faisait tous les ans une soirée ou une après-midi avec bal, orchestre, attraction. C'est ce que je me souviens le plus parce que j'avais 14, 15 ans.
c'était superbe au point de vue décoration. C'était vraiment magnifique parce qu'il y avait une galerie sur deux côtés. Il y avait une grande salle au rez-de-chaussée et la scène proprement dite se trouvait de ce côté-là. Quand je suis arrivé, il y avait énormément d'événements, donc des manifestations syndicales, des manifestations politiques, des meetings, la revue de la cloche, beaucoup de mariages. Chez Mauduit, il y avait un espèce de climat, comment dire, une odeur hein, d'ailleurs. Hein. Et ces parquets, ces rambardes sur le côté, cette salle de spectacle. Alors les gens de la génération de mes parents allaient danser là-bas. Après, quand je discutais avec des clients, beaucoup de réunions politiques se faisaient là. Par exemple, quand j'ai ouvert la crêperie, et il paraît que ça datait depuis longtemps, Arlette Laguillet faisait toutes ses réunions ici, quoi. Voilà, ça drainait beaucoup de monde. C'était une petite salle qui était très prisée à l'époque. Et après, j'ai souvenir, avant que ça ferme, les dimanches, il y avait beaucoup de mariages, de retours de mariage. Il y avait aussi des rallyes pour les jeunes de certaines familles qui organisaient ça chez Mauduit. Mais c'est aussi un lieu de vie syndicale et politique très important. Il y a énormément de réunions. Alors, pour le coup, des réunions syndicales, j'allais dire prestigieuses, en tout cas officielles, des congrès qui sont... On n'est pas dans la spontanéité. C'est un peu cosy quand même, les salons Mauduit. Nous, on a découvert en étudiant, en retravaillant le sujet, que c'était une salle de patins à roulettes. Donc c'est aussi un lieu de la modernité, et de cette modernité étonnante qui est le jeu, la rencontre, les espaces communs. Bien entendu, il va y avoir la Première Guerre mondiale, malheureusement, et donc ça va être, avec tout l'ensemble, ce qu'on appelle aujourd'hui Désiré Colombe, avec tout cet ensemble-là, un hôpital. Et puis ensuite, un nouveau développement, des nouveaux aménagements, jusqu'à un abandon progressif de ces salons, un état qui devient de moins en moins bon, à tel point que dans les années 80, on commence à se dire que ça va fermer. Quand Jean-Marc Ayrault arrive en 1989, on décide finalement de maintenir ce site. Il est restauré un peu, mais en 2002, on se rend compte qu'il est vraiment en tellement mauvais état qu'il y a une décision de fermeture. Cette décision de fermeture va être définitive, malgré une tentative vers 2005-2006 de réhabilitation lourde, mais qui s'est révélée pas possible ou qui n'a pas été faite. Et on arrive finalement aux années 2010 avec l'ensemble du projet urbain général qui crée à la fois la démolition et la reconstruction dite à l'identique des salons, avec un tout petit décalage. L'aspect de la démolition, en tant que riverain, pour moi, je voyais une renaissance, plutôt qu'une démolition. Parce que le projet était déjà présenté, on avait vu les maquettes, on avait le calendrier, disons que rien de surprenant. L'espace Désiré Colombe était tellement resté longtemps inoccupé qu'on disait enfin on fait quelque chose. Et moi c'est ça qui a... Et de voir les gens venaient, mais j'ai entendu personne dire c'est dommage. Sachant qu'on gardait l'essentiel, c'est-à-dire qu'on a gardé les salons Mauduit, on a gardé les implantations sociales. On a gardé un type d'habitat de quartier qui pouvait correspondre à des aspirations. Enfin, on pouvait penser qu'on allait redonner une vie au quartier.
il ne fallait pas le détruire parce que ça fait partie de l'histoire de Nantes et qui explique ce qu'est la ville de Nantes. Les salons, c'était une grande salle, c'était un second salon de presque 500 mètres carrés aussi, un salon de bridge, un troisième salon, et à l'arrière, construit au milieu du XXe siècle, 600 mètres carrés de salons supplémentaires. Et surtout, ces salons modulis étaient importants à nos yeux pour une autre raison, qui est leur architecture art déco. Or, cette architecture art déco, elle est très peu représentée à Nantes, et les salons modulis étaient de toute façon le seul ensemble totalement conçu dans cet esprit-là. Moi, ça me paraît tout à fait compréhensible qu'un projet de cette envergure-là, qui finalement transforme un peu le quartier, suscite des interrogations de la part des riverains. C'est humain, c'est normal. On transforme, ne l'oublions pas, un salon Mauduit fermé, clos, en péril de ruine, des édifices associatifs très malmenés, en quelque chose qui aujourd'hui redonne de la valeur au sens non spéculatif pur du terme, hein, de la valeur urbaine, si vous voulez, quoi, et de la valeur sociale et de la valeur d'usage. Et donc, assez rapidement, à mes yeux, les gens ont plutôt compris que c'était une opération qui allait avoir des effets induits bénéfiques pour tous. Moi, je trouve que c'est important, quelle que soit la complexité réelle du travail qu'on a à accomplir, que le résultat respire, sinon la simplicité, en tous les cas, une forme de justesse ou d'évidence. Alors, c'était complexe à faire parce que la topographie du site est extrêmement marquée. Il y a plus de 15 mètres entre le point haut et le point bas, et en plus, c'est pas en continu, c'est-à-dire c'est avec des jeux de niveau complexes. En plein centre, avec un sol rocheux, des parkings à introduire en sous-sol. Donc, il est vrai que la somme des contraintes à résorber était importante et que ça suppose une espèce de clarté de concept. La clé d'entrée du projet, ça a été de dire les édifices existants, et notamment l'édifice de la Bourse du Travail, qui est le plus emblématique, devient une sorte de volume étalon. Tout ce qui a été créé sur le site est calibré sur la Bourse du Travail. Largeur des édifices, pente de toiture, héberge, rime des percements, c'est-à-dire qu'on est venu dans un système qui est une sorte d'accompagnement, presque d'itération du volume en place. Mais il y avait aussi une autre qualité, moins visible, mais ô combien importante, qui était celle des cours intérieurs. Et si nous nous sommes permis de démolir certains bâtiments de manière à permettre la reconversion, en revanche, le jeu des cours, leur emplacement, leur proportion, leur équilibre, le passage de l'une à l'autre, ça, nous l'avons conservé. C'est-à-dire qu'il y a eu une attention portée à ce que nous appelons nous le vide, c'est-à-dire les espaces entre éléments bâtis, qui a été largement aussi significative que l'attention portée au plein, c'est-à-dire aux édifices eux-mêmes. Au fond, ce qui s'est mis en place, c'est une sorte de déroulé, un ruban bâti qui est venu envelopper les vides, les fameuses cours qu'on souhaitait maintenir. Pour le gros œuvre, ça a été quelque chose d'impressionnant. Moi, je me souviens sur les débuts du chantier, beaucoup d'interrogations au niveau des riverains.
avec un trou qui était impressionnant, hein, puisqu'on est descendu au niveau des salons Mauduit, on avait à peu près l'équivalent de 4 niveaux de superstructure en infrastructure, et avec des tenues de terre qui étaient impressionnants, qu'on nécessitait d'avoir du cloutage, donc des clous pour tenir la paroi, des projections béton, puisqu'il s'agissait pour nous que ce magnifique jardin C reste bien en place et qu'on ne le retrouve pas au fond du trou. On a dû faire au moins 5000 rotations de camions d'évacuation de terre et roches pour créer les 220 places de parking souterraines. Donc il y a 3 niveaux de parking enterrés, je dirais, sous les ouvrages aériens. Le chantier, il va durer 3 ans. 3 ans, c'est relativement long. Donc il faut s'occuper des nuisances qu'on va générer et comment on va les gérer vis-à-vis des voisins, du voisinage. Ça a été globalement le bordel, c'est le mot. Le stationnement anarchique, des entreprises, mais ils peuvent peut-être pas faire autrement. Je trouve qu'au début, il y a eu des réunions de concertation qui ont été, à mon goût, je m'y suis déplacé 1 ou 2 fois, après j'ai abandonné parce que c'était la pagaille. Une fois, ils ont fait ça dans un bus, il y avait tellement de monde que voilà, la présentation a été compliquée. Et la municipalité a tenté de modifier les sens de circulation. À mon idée, tout n'a pas été très heureux. C'est compliqué. En tout cas, il y a parmi nos voisins, des voisins qu'on a vus très régulièrement et qui prennent des photos et qui étaient très impressionnés par un chantier, en fait. Quand on a un chantier devant sa fenêtre, c'est un peu plus impressionnant qu'à la télé. Je me suis permis pas mal de fois d'aller les voir, de leur envoyer des mails, des SMS pour leur dire bon, faut faire ça, des gens sont rentrés, qu'est-ce que je fais disons qu'ils sentaient, et je pense que c'est au-delà d'anecdotes, qu'ils sentaient qu'ils étaient acceptés dans le quartier. Malgré les bruits et puis quelques petites remarques sur les stationnements, ça perdure encore, bien sûr, mais disons que avec quelques grognements, mais ça n'est jamais bien loin. Les salons Mauduit ne sont pas tout seuls. Les salons Mauduit sont dans un espace qui a toujours été intéressant. Un espace d'abord d'enseignement. L'espace d'enseignement, c'est la fameuse institution Notre-Dame qui a été créée au milieu du 19e siècle par Eugène Livette, qui est devenue ensuite l'institution Livette, qui est une institution absolument passionnante. L'histoire de Livette, c'est l'histoire de l'enseignement à vocation publique, et c'est un enseignement très particulier qui s'est immédiatement mis en place autour de la question de l'enseignement technologique, autour de l'adaptation de la mise en connaissance pour les jeunes aux besoins de la société et aux besoins industriels. Donc là, on a un enjeu qui est très très fort de questionnement sur qu'est-ce que c'est que la modernité. Finalement, qu'est-ce que c'est que la modernité aujourd'hui? Quand Livette s'en va, puisqu'il déménage au début du XXe siècle, ça va être l'opportunité de modifier le quartier avec un achat en 1911 par la ville de la totalité de l'emprise foncière de Livette et la décision de faire une bourse de travail. C'est un lieu important qui va être occupé par les organisations représentant des travailleurs, du mouvement ouvrier, de 1921 à 2002, donc quasiment un siècle. C'est évidemment une tranche importante de l'histoire sociale nantaise.
c'est difficile de résumer la vie d'une bourse du travail parce qu'en fait, c'est un travail qui n'est pas visible, qui n'est pas spectaculaire. C'est là qu'ont lieu les réunions quotidiennes, la vie du syndicat. Ce qui est spectaculaire dans le mouvement social, c'est un peu comme on le reproche aux journaux, mais c'est un peu les conflits qui sont un peu plus emblématiques, dont on parle, etc. Les grèves, elles n'ont évidemment pas lieu dans la bourse du travail. Ceci étant dit, il y a des meetings qui ont lieu, et donc la vie du lieu ici va être scandée, va être rythmée par le mouvement social nantais ou national. Au troisième étage, il y avait le comité régional, les marins, les officiers marins, et les métaux et l'éducation nationale. Au deuxième niveau, il y avait l'union départementale, donc avec différents bureaux pour les secrétaires. Et au rez-de-chaussée, enfin au premier niveau, il y avait l'union locale de Nantes, avec des syndicats qui avaient des bureaux, le livre, l'EDF Production, la construction. Donc ça fourmillait, il y avait beaucoup de monde. Alors l'activité, c'était fin de semaine et fin de soirée, c'est-à-dire entre 4 et 5 heures. Parce que c'est là où les gens finissaient de travailler et il y avait les syndicats qui se réunissaient. Alors c'est un petit peu différent aujourd'hui, hein, je dois l'admettre, mais c'est vrai qu'à l'époque, le soir, moi au début surtout, c'était souvent après une réunion, ça se passait au café. Parce qu'on refaisait la réunion et on avait beaucoup de choses à se dire. Et les réunions sont quelquefois un peu schématiques, protocolaires, voilà, c'est ça, c'est le mot qui vient. Et là-bas, c'était plutôt détendu. C'est-à-dire qu'on pouvait dire au secrétaire, bon là, tu t'as raconté des trucs. Bon, voilà, c'était ça. J'ai toujours entendu, même gamin, toujours entendu parler des syndicats. Mon grand-père habitait au-dessus de la crêperie et la salle où nous nous trouvons était un café. Il y avait 2 cafés face à face qui étaient le point de rendez-vous des syndicats. Alors vous aviez, je ne me souviens plus lequel, mais il y en avait un pour la CGT, l'autre pour FO. Ils ne se mélangeaient pas. Et mon grand-père, qui habitait au-dessus, venait boire un coup avec tout ce petit monde. Mais voilà, il y avait une partie pour la CGT, une partie pour FO. Et c'était la présence des syndicats dans le quartier, ça faisait bouger le quartier. Hein. Moi, on m'a toujours appelé l'anarcho-syndicaliste, parce que je sortais du format type des militants de la CGT, encore qu'il y ait un format type. Donc, dans ce lieu de solidarité, la CGT a accueilli, dans une salle du rez-de-chaussée, au niveau de la cour, un groupe de Kurdes qui luttaient pour le droit d'asile. Et bien des années plus tard, il y a eu les Sans-Papiers de Nantes, un collectif de Guinéens, où ils ont mené des luttes durant 3 années. Donc moi, j'ai mené des luttes avec les sans-papiers. Je vais même, entre guillemets, séquestrer l'attaché parlementaire de Jean-Marc Ayrault, parce que lorsque les sans-papiers étaient là et que nous, on allait déménager, il m'a dit, alors qu'est-ce que vont devenir les sans-papiers à la Bourse du Travail? Il me dit, monsieur Donzoff, vous avez su les accueillir, vous saurez vous en occuper lorsque vous irez là-bas. Donc je l'ai séquestré, il a appelé le maire, qui a appelé mon secrétaire général. Bon, tout ça, c'est rentré dans l'ordre. Et quand on était dans ce lieu, on avait la sensation de poursuivre le travail qu'avaient fait tous nos prédécesseurs sur les grandes luttes sociales, les grandes luttes revendicatives, un lieu de rencontre, de fraternité, de solidarité. La Bourse du Travail telle qu'elle a été réalisée, c'est un bâtiment de prestige. Ça veut dire que la ville qui l'a construit est fière de ça. Et ça veut dire que, bien entendu, les gens qui vont être à l'intérieur vont aussi être fiers de cette construction-là. Là, c'était mon premier bureau, là. Donc on est bien là dans un espace qui magnifie quelque chose, qui sublime quelque chose, qui sublime le travail. Le travail est une aventure sublime pour les ouvriers. Ça, c'est quelque chose de très, très fort. C'est pas spécial à Nantes, mais on est bien là dans une culture affirmée qui est tout à fait intéressante à comprendre. Aujourd'hui, la mémoire qu'on doit en avoir, à mon avis, on doit,
si tant est qu'on doive avoir quelque chose de mémoire, mais en tout cas dont on peut parler, c'est cette question justement par rapport à la monumentalité. Nous, les travailleurs, on est des gens dignes. Dès 1911, les mutuelles ont été les premiers occupants de ce bâtiment et ont trouvé à côté les Angevins réunis, les cordonniers mariés, etc. Toutes ces mutuelles de 20, 30, 40, 100, 300 personnes qui s'étaient constituées de façon autonome. Dans tout ce quartier, il y avait 5 caisses d'assurance sociale où les gens venaient faire leur remboursement, etc., ceux qui avaient droit, quoi, hein. Alors, on peut dire que, je crois, moi en tout cas, que les militants syndicaux, qui étaient quelquefois mutualistes, c'est-à-dire aussi, ont appris une forme d'action de service qui n'était pas leur priorité souvent, ils préféraient l'action. Et il y avait les mutualistes, eux, qui avaient de temps en temps des manifestations, mais plus célébratives, mais aussi, tous les dimanches, les gens qui venaient pour payer leurs cotisations, toucher leur remboursement, qui discutaient, etc. Il y avait toute une animation importante, quoi. Et bâti sur quelque chose qui était un des principes de l'économie sociale et solidaire, faisons-le nous-mêmes. Le pavillon de la mutuelle est un des rares bâtiments qu'on a conservé à l'intérieur du cœur d'îlot, parce qu'il nous a paru intéressant de par son architecture. Et puis, le bâtiment n'était pas suffisamment dimensionné pour recevoir tout le programme de la crèche, donc il a fallu faire une extension. Cette extension, il a fallu travailler avec un rythme, avec une matérialité, en trouvant ce rythme de fente vitrée, de fente pleine. On accompagne cette architecture qui était déjà là, et on se raccroche avec l'existant, qui nous paraît la façon la plus sobre, la plus discrète d'intervenir sur un bâtiment ancien, quoi. Je pense que c'est une bonne continuité entre l'ancien et le neuf. On ne marque pas franchement la différence, il y a une continuité de style, mais il y a une homogénéité déjà dans la façon de travailler les percements, dans la façon de travailler la pierre. Le jardin C, c'est un bijou, mais avec ce que ça a de petit et de précieux. Voilà. Le jardin C, c'était un jardin un peu oublié parce que difficile d'accès et honnêtement pas très valorisé, pas très entretenu. En maintenant le jardin C comme un espace public et en interconnectant le haut du terrain avec le bas du terrain par le cœur d'îlot, on faisait d'une pierre deux coups. On ouvrait de la constructibilité, c'est-à-dire qu'on autorisait à construire en cœur d'îlot. Ça rend le jardin C beaucoup plus directement accessible. Ça le met sur un chemin, sur une connexion entre deux points qui traversent le projet. C'est-à-dire que le jardin n'est plus une sorte d'enclave verte au fond d'une petite impasse. Le jardin participe d'un dispositif. Moi, ce que je dis de ce projet, c'est que le jardin est une cour de plus. Les salons Mauduit, là on touche à l'affectif. C'est le lieu où de nombreuses générations ont eu un événement. Il y a eu la revue de la Cloche, à un moment donné, qui était une revue populaire, très populaire à Nantes. Et puis bon, vous receviez pour un mariage
à un endroit où le président Doumergue avait été reçu par la ville, ben, je pense qu'à l'époque, c'était un haut-lieu nantais. Là, on retrouve des photos. Là, il y a les Reines de Nantes. Donc ça, c'était en 98. Et c'était vraiment l'élection pour la ville de Nantes et Reines de Nantes. Et là, c'était plus pour Geneviève de Fontenay. En fait, ça, c'était les qualifications pour l'élection de Miss France. Et c'était l'élection de Miss Loire-Atlantique, et qui se déroulait aussi dans les salons Mauduit. Alors là, du coup, en fait, ils avaient, dans les salons Mauduit, installé un podium. En fait, on a l'avancée de la scène, on a la scène, et il y avait toute une avancée pour faire un défilé, en fait. Et c'est vrai que là, on voit bien les vieux décors art déco là, du salon Mauduit, en fait. C'est vrai qu'habituellement, les élections de Miss de Geneviève de Fontenay se déroulaient souvent dans des salles des fêtes ou des gymnases complètement aménagés pour le spectacle, en fait. Et ce qui fait que quand on faisait des élections de Miss locales ou, on va dire, départementales, avant d'être en régionale, même les régionales, ça se déroulait toujours dans des espèces de grands gymnases, des salles de sport qui sont complètement aménagées pour les élections. Alors que là, au Salon Mauduit, on était dans un lieu qui était un peu plus rétro, ça c'est sûr, mais qui se prêtait vraiment bien au spectacle. C'est-à-dire qu'on avait vraiment la scène, les coulisses, les grands rideaux rouges. C'était pas un podium monté dans une salle lambda de sport et complètement décorée. Là, la salle, elle se prêtait vraiment au spectacle. On ne pouvait pas faire du passé table rase. Ça n'aurait eu aucun sens. Ça n'aurait eu aucun sens du point de vue historique. Ça n'aurait eu aucun sens du point de vue patrimonial. C'était tellement plus intense et passionnant de se dire comment on va coudre ce projet en respectant son histoire et en même temps en y amenant des usages d'aujourd'hui. Cette affaire de garder quelque chose, c'était aussi reconnaître finalement la valeur d'usage de ce bien-là, puisque cette volumétrie-là fonctionne depuis un siècle et il n'y a aucune raison qu'elle arrête de fonctionner. C'était un bon lieu. Et c'est cette qualité du bon lieu, là pour le coup qui est un propos d'architecture, qui en fait la qualité d'un bon lieu pour cette socialisation. Et là, on est bien là dans ce paradoxe qui fait que ce n'est pas patrimonial au sens de ce qui fait patrimoine, par exemple pour le patrimoine mondial de l'UNESCO, de dire intégrité du bien. Le bien n'est pas intègre puisqu'il a été totalement restitué, mais en même temps, il a une intégrité qui peut-être sera l'intégrité de l'usage. Et ça sera à voir dans le temps, peut-être même très rapidement, voir comment, et si les gens se le réapproprient, comment ça va fonctionner. Ce qui se passe, c'est donc, pour celui qui est attentif à la mémoire, la façon dont finalement on peut garder trace, dont on garde trace, et dont ce lieu symbolique dont on va retrouver la volumétrie et les décors va pouvoir indiquer suffisamment de choses à la fois aux générations anciennes qui ont vécu ou qui ont entendu parler de ces situations-là, mais aussi aux générations nouvelles et aux générations futures qui pourront se dire que finalement ici s'est passé quelque chose de la vie de Nantes. Il y avait tous les éléments art déco, donc on a tous les ouvrages de ferronnerie. Il y avait tous les luminaires art déco. On avait des bas-reliefs de staff, donc qui bien évidemment, eux, devaient être préservés. On a eu pas mal d'échanges entre la BF de l'époque, la direction du patrimoine et puis Xavier Léguipard sur comment, du coup, retravailler le staff, puisque c'était quelque chose qu'il fallait refaire. Est-ce qu'on refait un staff tel qu'il était exactement avant, sachant qu'en plus, le Salon Mauduit, ça a été quand on a un peu fouillé dans l'histoire, un espace en mouvement permanent, qui a fait l'objet de nombreuses transformations au cours du temps. Et là, c'est un nouveau projet. Et donc, tous ces éléments de décor, on retrouve le lien à l'ancien Salon Mauduit, mais on fait quelque chose de plus tendu, de plus contemporain. Il ne s'agit pas de reprendre des éléments. On marque quand même l'intervention d'aujourd'hui. Le travail qui m'a été demandé, c'est de partir d'une œuvre de Pierre Dunant, un lac, et de pouvoir faire une mosaïque qui lui réponde. Dans les anciens salons Mauduit, il y avait des mosaïques alors qui étaient beaucoup plus... des mosaïques de marbre qui étaient beaucoup plus anciennes en graphisme,
puisqu'elles étaient issues plus avant les années 30 en tout cas. Et donc les dessins, c'était des mosaïques qui étaient dans le fumoir, c'était des mosaïques avec des beaucoup plus petits morceaux, des mosaïques de marbre, et qui étaient des mosaïques au sol, donc qui représentaient plus des bordures de tapis, des choses comme ça. Donc ça, j'ai essayé de m'en détacher, mais en gardant la matière, en gardant de l'or, en gardant des choses quand même assez luxueuses, et le graphisme des années 30 revisité aujourd'hui. J'avais envie que ce soit quelque chose de beau, que ce soit et quelque chose qui me ressemble dans la création du projet. Dans les formes, les ronds, les cercles, ça c'est venu un peu comme une évidence. Après, c'était plus sur les couleurs et l'or, parce qu'au début, j'en avais mis un peu moins. Et ça joue avec la lumière, en fait. La brillance de l'or, des pattes de verre et du grès vibre. Et donc, il y a eu une vraie recherche sur le travail des matières. Ce qui est assez sympa, c'est que dans la nouvelle version des salons Mauduit, on va dire du salon Mauduit, parce qu'il n'y aura qu'un seul salon, mais qui reprend les volumes du salon, eh bien, dans le hall, la lac de Dunant, l'Arche de Noé, et qui est en plus un symbole fort aujourd'hui, l'Arche de Noé, avec tous ces animaux. Eh ben, je trouve que c'est génial de la mettre en valeur. Donc là, en atelier, ont été démontés tout Noé et tous les animaux de l'arche qui étaient sur l'arche et qui étaient très encrassés, abîmés, avec des lacunes. Donc il fallait nettoyer, faire des retouches, les rendre beaux. Donc voilà Noé. Il y avait des petits trous, des petites lacunes par-ci par-là que j'ai retouchées. Là, en fait, ce qui fait la valeur, c'est l'artiste. L'artiste qui a créé l'Arche de Noé, c'est Pierre Dunant. Pierre Dunant, c'est le fils de Jean Dunant. Et Jean Dunant, c'est le grand laqueur des années 20-30. Alors, en termes de qualité artistique, il l'a fait dans l'esprit de son père. On part du rouge à l'orangé, avec des nuages, ce qu'on appelle des nuagés de couleurs. Ça, c'est assez typique de cette époque-là. Les animaux, ce qui est intéressant, c'est l'originalité du sujet. C'est ça qui est plus que la technique. On n'est pas dans une logique mimétique, c'est-à-dire on assume le caractère contemporain du projet, mais de mon point de vue, la modernité ne signifie pas obligatoirement rupture. C'est-à-dire que ce n'est pas un affrontement. Voilà, on n'est pas dans une logique où on vient affirmer quelque chose à tout prix ou nier l'histoire ou le passé, quoi, mais plutôt d'accompagnement, c'est-à-dire ou de dialogue fructueux entre ce qui est déjà là et ce qui est à venir. Quand on a parlé des salons Mauduit, voilà quelques années, quand certains ont dit « mais c'est pas possible, il faut le restaurer à l'identique, ah ben non, il faut le reconstruire à l'identique, ben non, il faut qu'il soit à la même place », il y avait cet enjeu finalement de stabilité, de fidélité aux choses. Mais on voit bien que ça fait qu'une partie des patrimoines. Quand on discute et rediscute avec les acteurs, avec ceux qui vont revenir, qui se rappellent du lieu, qui vont dire oui, finalement il n'est pas tout à fait au même endroit, mais peut-être qu'on va retrouver des choses, et peut-être qu'on retrouve déjà des choses pour certains d'entre eux, ils commencent à se raconter. Et là on voit bien que le patrimoine, c'est pas seulement de la pierre ou du décor. Le patrimoine, c'est de la mémoire. Et c'est de la mémoire ensemble. Si je suis tout seul à parler de patrimoine, je suis collectionneur. Si je suis ensemble avec d'autres à parler de ce lieu-là, c'est là que je fais véritablement patrimoine, c'est-à-dire que je fais héritage, et l'héritage commun. Et je le décide aujourd'hui. Le patrimoine, c'est un truc qui se décide tout le temps. Et là, la discussion depuis 15 ans maintenant qu'il y a sur les salons, et qui va sans doute ressortir au moment de l'ouverture, va être, à mon avis, sur cet enjeu-là. Vous voyez, là, ici, il s'est passé quelque chose.
la principale problématique des salons Mauduit historiques était au-delà de la problématique structurelle, c'est-à-dire qu'il est menacé d'effondrement, mais lorsqu'ils étaient en service, la problématique numéro 1 était une problématique acoustique. L'attention qui avait été portée par la puissance publique là-dessus était très forte, en disant attention, on va mettre au fond une salle, j'allais dire, de spectacle, de fêtes, d'événements, au cœur d'un programme associatif et de logement. Donc, prudence énorme autour de la question des interfaces et des nuisances possibles. Moi, je crois que l'enjeu aujourd'hui, c'est celui de la qualité. Je pense qu'on doit conjuguer le fait de faire de la pédagogie pour dire pourquoi des logements dans une ville, c'est important. Tout simplement parce que derrière, c'est le droit au logement, parce que derrière, c'est aussi la régulation des prix du marché. Moi, j'étais notamment très attentive à ce que dans le projet, au sens global, on donne une place particulière aux familles. C'est un défi général à l'échelle d'une grande ville. Comment, dans les grandes métropoles de ce pays, les familles et une diversité de familles peuvent trouver leur place. Et ici, quand vous avez à la fois un tiers de logements, 48 logements pour être précise, qui sont des logements sociaux, vous offrez une part aux familles. Quand, dans la partie du privé, il y a aussi des grands logements, vous ouvrez un espace aux familles. Et quand vous ajoutez à ça le projet de crèche et le projet de jardin, alors on se dit, oui, à Nantes, on peut vivre à la fois quand on est une personne seule, c'est le cas d'un certain nombre de ménages nantais, mais aussi quand on est en famille, et c'est un élément absolument déterminant. La première des choses, c'est que cette opération inclut le logement social. Donc on a 31 appartements qui sont portés par Nantes Métropole Habitat, 16 autres appartements qui sont en logement abordable. Donc dans une première période de leur vie, ça sera du locatif abordable, donc sous des plafonds de ressources PLS. Mais malgré tout, quand on arrive au pied de cette opération, personne ne saura différencier la cage du logement social, de la cage de l'accession ou du locatif libre. Et ça, c'est important en termes d'usage et pour une mixité réussie. La mixité, elle est très forte. Et c'est remarquable de faire en plein cœur de ville un tel mélange. Voilà. Donc vraiment, ce mélange-là, il correspond un peu au must qu'on peut rêver dans une opération cœur de ville. Ce qui m'a amené dans ce quartier, c'est la qualité de cette opération. Je n'avais pas l'intention de venir là initialement, puisque mon activité longtemps avait été d'organiser, de lancer le projet de l'île de Nantes de façon opérationnelle. Et donc j'avais plutôt l'intention de m'installer sur l'île de Nantes. Et puis il se trouve que quand je suis revenu à Nantes avec ma femme, et que nous avons cherché un programme nous convenant bien, par sa qualité, par son architecture, eh bien, le programme qui a eu notre préférence de loin, c'est celui-ci. Alors, on a été vraiment extrêmement séduits par ces logements. L'architecture, la qualité de leur organisation, des logements traversants, très bien éclairés, donc nord-sud en l'occurrence, où il y a de la lumière toute la journée, et extrêmement bien fini. C'est pas une architecture qui époustoufle, qui ébouriffe. C'est une architecture douce, calme, mais remarquable dans ses imbrications, ce rapport entre les tours et les cours et les immeubles. Voilà, tout est au quart de poil. J'ai été séduite dès que j'ai commencé à franchir les grilles. Rien que d'observer ce qu'ils avaient fait, j'ai eu le coup de cœur et l'envie de vivre ici. La crèche, c'est trop génial. Je dois les appeler tout à l'heure pour sûrement avoir une place, 2 places. J'ai beaucoup hésité à l'achat par rapport au prix du mètre carré, par rapport à Nantes et ce qui peut se faire. Mais je me suis dit que de toute façon, si j'achetais un appartement un peu plus ancien, j'aurais quand même de la rénovation à faire connaissant mes envies. Et du coup, j'en reviendrais au prix au mètre carré d'ici. Avec pas forcément toute cette mise aux normes qui est déjà faite ici.
Une des caractéristiques de cette opération, c'est l'imbrication avec le pôle associatif et puis la maison de la petite enfance qui va aussi apporter pour les locataires ou les propriétaires une solution de proximité également. Et que ce pôle associatif, c'est lui qui a guidé quelque part aussi le geste architectural pour avoir une opération qui se lie dans son ensemble. L'autre chose aussi, c'est que d'une certaine manière, même si les deux rues Désiré-Colombe ou Hersel-le-Loup ne sont pas non plus des rues qui sont très fréquentées, cet espace interstitiel entre la rue et le cœur d'îlot va apporter aussi beaucoup plus de quiétude aux futurs habitants de l'opération. Donc ce grand pôle associatif, il a plusieurs vocations. D'héberger des associations nantaises, de leur offrir un espace de travail pour se retrouver. Et puis également de proposer au cœur de la ville un espace de rencontre, théâtre, danse avec toutes les associations culturelles bretonnes, mais aussi, voilà, il peut y avoir des activités de gymnastique, douce et autres. Il s'agissait donc de créer un pôle qui doit pouvoir s'adapter aux usages et aux attentes des habitants du centre-ville. C'est vrai qu'ils ont rassemblé une cinquantaine d'associations de tout univers, parce que ça va de la danse aux accidents du travail, tout ce qui peut exister sur Nantes, quoi, c'est bien. Au début, c'était la maison des syndicats. On est arrivé là, ça devait être à peu près dans les années 1930. Et on a été pratiquement les derniers à partir avant tous ces gigantesques travaux qui sont faits. Et c'est vrai qu'on était bien dans ce lieu, parce que c'était une petite cour. Là, il n'y a plus d'arbres, c'est dommage. Mais une petite cour, et bon, c'était assez vieux, c'est un fait. Mais là, maintenant, c'est le top, quoi. On a, comment dire, on est pressé de revenir dans ces lieux. Alors, je suis persuadé que c'est très important que ceux qui ont connu donc cet établissement par le passé puissent y revenir et le découvrir. Je pense qu'il y aura quand même un vibrato, il y aura quelque chose qu'ils vont ressentir de particulier. Lorsque je suis venu il y a quelques fois pour la première fois, alors même que les travaux n'étaient pas aussi avancés, en me présentant ici en haut de ces marches, j'ai ressenti une émotion parce qu'en effet, un petit miracle s'est produit et on retrouve quelque part, évidemment, l'ambiance qu'on a pu connaître. Donc je pense que c'est très intéressant ce lien entre le passé et le nouveau. Nantes est une ville ouverte, accueillante. Les nouveaux Nantais adorent leur ville. Mais ils l'aiment d'autant mieux qu'ils connaissent son passé, son identité et son histoire. Et ils adorent qu'on leur raconte justement un peu l'identité de cette ville qui s'est façonnée, qui s'est transformée au fil du temps. Et ce n'est évidemment loin d'être terminé. Je suis rentré l'autre jour dans les salons Mauduit. J'étais là, mais j'étais aussi ailleurs. Je veux dire que la représentation qu'on a d'un lieu, en particulier quand vous vous intéressez à l'histoire, vous vous situez dans l'histoire. Vous vous situez 200, 300 dernières. Qui étaient les gens qui étaient là? Vous voyez pas le paysage. Vous voyez Eugène Bourrassot en train d'élire ses reines. Vous voyez la reine de Nantes qu'on a connue. Pas moi parce que c'était en 58, j'étais lycéen. Donc l'histoire de la reine blanche qui a marqué les esprits, c'est anecdotique. Mais disons que c'est tout ça, ça empêche. Ça empêche pas le progrès, mais à l'intérieur de soi, il y a une marque, disons, nostalgique, tout simplement. Quand on voit ce qu'est en train de devenir Désiré-Colombe, on a à la fois des éléments qui sont nommés en tant que patrimoine, avec de la restauration, de la réhabilitation bâtimentaire, et puis une architecture qui est radicale. L'architecture de Leibar, elle ne triche pas, quoi. Elle est posée là, c'est vraiment une architecture contemporaine, une architecture d'ailleurs qui est en discussion permanente
avec la situation ancienne, mais qui s'impose pas en tant que tel, mais qui est vraiment là en tant qu'architecture contemporaine. Et je pense que c'est tout l'intérêt du projet que de travailler là-dessus. Ça pose une question qui est très très régulière dans l'aménagement urbain, c'est l'acceptabilité. Et qui est très régulière aussi dans l'ensemble des changements, et en particulier dans les innovations économiques aujourd'hui. Qu'est-ce qui est acceptable de faire? Comment on va rendre la chose acceptable? Pour l'historien que je suis, c'est une vraie question de notre rapport au contemporain, et c'est aussi une vraie question de responsabilité. La culture, l'histoire, ne sont pas des alibis. La culture et l'histoire sont des enjeux de l'actualité de la vie et ne sont pas juste là pour soit faire plaisir à des nostalgiques, soit pour permettre au promoteur de justifier son projet.